Nous terminons cette série par notre rencontre avec Denez. Dans cet entretien, il nous parle de sa musique, de ses dessins et de la Bretagne. Son dernier album, Sturenavel, sorti chez Club Raise, est disponible depuis le 16 avril. Alors, je suis originaire de Santec, donc dans le Léon. Ça correspond au Finistère nord, nord-ouest. Et c'est vrai qu'à Santec, les 3/4, sinon plus, de la population, quand j'étais enfant, parlait breton. Donc j'ai baigné dans cette langue tout jeune, dans la musicalité de cette langue, que j'ai associée naturellement à la beauté de ces paysages aussi, qui sont préservés. À Santec notamment, la nature, la côte est très sauvage, les rochers, il y a le phare de l'île de Bar en face. Donc on est dans un paysage naturel préservé. Et dans cette merveille, dans cette nature merveilleuse, c'est vrai, j'entendais parler breton. Et un breton qui était en parfaite osmose ou en cohésion avec ce paysage, qui était un breton haut et fort, tonique, et qui était très musical. Et donc j'ai associé la langue bretonne à ce paysage à la langue bretonne. Et pour moi, ça a été tout à fait naturel de parler cette langue et un peu plus tard de la chanter. Voilà, donc je suis né en Bretagne, ma graine a germé en Bretagne, mon arbre a poussé en Bretagne, et je serais né au Tibet, j'aurais eu la même démarche, j'aurais parlé tibétain et j'aurais chanté tibétain. Mais ce qui ne veut pas dire que je suis enfermé dans ma culture, dans mes racines, bien au contraire, mes branches sont à l'écoute des vents du monde. Et je pense que pour rejoindre ce que disait le poète Guy Vic, on est universel que quand on est enraciné. Et ceux qui revendiquent l'universalisme et qui renient leurs propres racines, pour moi, ce ne sont pas des gens sincères. Je pense qu'on est plus à même, je ne dirais pas de tolérer, je trouve que le mot tolérer est un mot faible, d'aimer la culture des autres, dans la mesure où on est enraciné dans la sienne. Alors moi, j'ai commencé par chanter a cappella, ce qu'on appelle des guers, donc est une forme de chant très ancien qui remonte à la nuit des temps, au 5e siècle, plus exactement, qui est le fruit de la rencontre du génie des bardes gallois exilés du Pays de Galles, donc par les Saxons, et venus s'installer en Armorique, donc qui est le fruit du génie poétique de ces bardes-là et de celui des bardes armoricains, donc présents en Armorique déjà. Et donc je chantais principalement des guers. Donc la guers est une forme de chant a cappella à l'origine, arythmé et non tempéré, et qui raconte des récits, des événements tragiques qui sont arrivés à une époque donnée et qui ont touché une large communauté. Et donc des récits, des événements comme des naufrages, des batailles, des guerres, des épidémies. Donc là, on n'est pas dans la chanson. La chanson parle plus de soi-même, de l'individu, des états d'âme d'un individu. Là, le chant, la guers entre autres, et donc parle plus d'événements d'ordre universel et atemporel. Et le thème de la mort est omniprésent. La mort, très souvent incarnée ou personnifiée sous la forme de l'encou en Bretagne, qui est une vieille figure druidique qui a été assimilée plus tard par le christianisme. Donc la guers parle principalement de la mort, et c'est donc un chant a cappella, donc qui m'a beaucoup touché dès le départ, parce que c'est d'une grande poésie, d'une poésie absolument là on atteint vraiment les cimes de la poésie, notamment George Sand, lorsqu'elle avait eu accès à la traduction d'une d'entre elles dans le Bard's Brace. Il s'agissait de la guers de Nominoé, un ancien roi breton. Elle disait que cette guers surpassait en poésie l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Voilà, il y a un trouvère notamment au XIIe siècle qui en a traduit une. Il s'agit de Bran, le prisonnier de guerre, et ça a donné tout simplement
le récit de Tristan et Iseult. Donc c'était une guerre du 9e siècle. En fait, le récit de Tristan et Iseult trouve sa source dans une guerre bretonne. Voilà. Donc voilà, c'est un chant donc, qui m'a passionné dès le départ. Et donc j'interprétais a cappella et plus tard, petit à petit, voilà, je me suis entouré de musiciens. Voilà, donc je chantais seul et j'ai habillé ce corps que le chant, seul, a cappella, par des... Voilà, je l'ai revêtu d'habits instrumentaux. Et pour ce faire, donc j'ai fait appel à des instruments, des musiciens, donc au départ qui jouaient des instruments acoustiques bretons ou devenus bretons. Et plus tard, j'ai élargi ma palette sonore à des instrumentistes qui jouaient aussi des instruments d'ailleurs, pas forcément de Bretagne, mais qui ont posé sur la guerre bretonne sont devenus quelque part bretons aussi. Il y a une sorte d'effet de mimétisme, hein, puisque dans l'histoire de la Bretagne, c'est un petit peu comme ça que ça s'est fait. Au début, il y avait, comme je l'ai dit, le chant a cappella, le verbe et une mélodie posée dessus. Ensuite, il y a eu un instrument qui est venu se poser sur ce chant-là. Et ensuite, des instruments de toutes sortes, comme la guitare, qui est venue d'Espagne, mais qui, en s'adaptant à la musique bretonne, ou à ce chant-là, en tout cas, qui est la guerre, est devenue bretonne aussi. De même pour l'accordéon diatonique, qui venait du musette, adapté à la musique bretonne, il est devenu breton à part entière. La bombarde, c'est pareil, elle nous vient des croisades. Donc moi, je continue un petit peu cette évolution, en intégrant donc des instruments comme le kanoun, par exemple, le kanoun turc, qui est un instrument à gamme non tempérée, qui s'adapte parfaitement à la guerre. Et adapté à la guerre, il devient vraiment un instrument breton. De même pour le doudouk. Le doudouk arménien, là, c'est un petit peu différent, parce que là, c'est un joueur à l'origine de formation traditionnelle bretonne qui en joue dans ma formation, qui s'appelle Cyril Bonneau. Donc lui, voilà, c'est un sonneur de cornemuse à l'origine, et de bombarde. Et quand il joue du doudouk, cet instrument emblématique d'Arménie, il en joue comme un sonneur de bombarde. Donc finalement, cet instrument, voilà, adapté, posé sur une guerre bretonne, devient un instrument breton. Voilà. Et moi, ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'est amener des instruments d'ailleurs à devenir breton en s'adaptant à la musique bretonne. Et aussi, bien sûr, j'ai fait appel à des instruments, autres que des instruments acoustiques, j'ai fait aussi appel à des instruments contemporains, que sont les machines, qu'on le veuille ou non, ce sont des instruments d'aujourd'hui. Les samples, les claviers, les boîtes à rythme. Voilà. Donc eux aussi, je les ai adaptés, donc sont venus apporter de nouvelles textures à cet habit autour du chant que j'enregistre toujours a cappella au départ. En fait, je suis devenu chanteur un peu par hasard, puisque ma première passion, c'était le dessin. Je dessinais tout le temps, quand j'étais enfant, pendant les vacances, pendant les week-ends, souvent quand il pleuvait, comme aujourd'hui. Autrement, j'allais dehors avec mes copains, jouer à la grève notamment. Mais dès que le temps était un peu gris, c'est vrai que ma passion, c'était le dessin. Je dessinais pendant des heures et des heures et des heures. Dès que j'avais un moment, je dessinais. Et parfois, même en classe, je dessinais aussi, au stylo à billes notamment, puisque c'était le premier outil que j'avais à disposition. Je dessinais sur du papier ou même sur les tables parfois. Et voilà, cette technique ne m'a pas quitté depuis d'ailleurs, puisque je dessine toujours au stylo à billes noir. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, donc cette passion pour le dessin m'a conduit à suivre une formation artistique, notamment à Kérichen, la ville des illusions, Kérichen, donc au lycée de Kérichen à Brest. Formation que j'ai poursuivie jusqu'à la licence en art plastique à Villejean, à Rennes 2, jusqu'à obtenir ma licence, donc jusqu'à l'obtenir, cette licence. Et ensuite, il a fallu que je vive. Et il se trouve que parallèlement, j'étais de plus en plus sollicité dans les Fest-Noz, dans les veillées, ou dans les festivals, dans les concerts aussi, plus tard. Et donc, je me suis dit que je pouvais vivre aussi, vivre du chant, plus facilement que du dessin. Donc je suis devenu chanteur, comme je l'ai dit, un peu par hasard, parce que c'est vrai que en plus des dessins, j'avais aussi cette seconde passion, mais qui était un petit peu plus au second plan, quand j'étais enfant, qui était le chant. Voilà. Je chantais beaucoup aussi,
J'ai remporté d'ailleurs quand j'étais jeune des radios crochets en chantant en breton ou en français notamment, parce que je chantais aussi Jacques Brel, j'adorais Jacques Brel, mais c'était quand même le dessin, ma première passion. Et puis finalement, c'est le chant qui s'est imposé par la force des choses, et je suis devenu donc chanteur comme ça, naturellement. Et je suis content, je ne regrette pas du tout, hein, j'aime autant le chant que le dessin, mais c'est vrai que ce sont deux moyens d'expression qui sont très différents. C'est vrai que le chant, notamment quand je fais un disque, par exemple, j'enregistre d'abord a cappella, et avant d'avoir le résultat final, il faut à peu près, faut facilement 4-5 mois avant d'avoir l'objet fini. Et alors que dans le dessin, en 4-5 jours, on a un résultat très rapidement. Et puis quand on dessine aussi, on est solitaire. C'est vrai qu'on n'est pas dépendant, entre guillemets, de toute une logistique, d'autres musiciens aussi, de leur planning, de leur disposition. Donc le chant est beaucoup plus immédiat, le résultat est beaucoup plus immédiat. Mais j'aime autant l'un que l'autre. Et c'est vrai que depuis quelque temps, je me suis remis au dessin, puisque j'ai eu plus de temps. À une certaine époque, je faisais beaucoup de concerts. Donc j'avais laissé ce vieil ami qui était le dessin de côté pendant une bonne quinzaine d'années. Et là, ça fait depuis quelque temps, je suis plus disponible pour lui. Et donc, dès que j'ai un moment, je me remets au dessin. Et, je m'y suis vraiment remis un jour quand Nicolas, donc, qui est propriétaire de ce studio, est venu par hasard chez moi et m'a vu dessiner. Il m'a dit, tiens, ce serait bien que pour changer des photos que tu as sur tes albums, ce serait bien que tu mettes un de tes dessins. Moi, je dis, ben non, pour moi, c'est mon jardin secret, c'est un peu les dessins. Et donc, on a fait l'essai, on a mis un de mes dessins sur la pochette de mon album 1000 Hand. Et je trouvais que ça, finalement, il y avait une correspondance entre le dessin et puis les paroles. Enfin, non, c'était quand même, on sentait que c'était la même personne. Tout ça, le chant, le dessin, on sentait que ça venait du même créateur, entre guillemets. Et donc, j'ai poursuivi la chose ensuite, quand on m'a proposé de faire quand j'ai publié mon livre Quand, donc on m'a proposé aussi, les éditeurs de Scoloraise m'ont proposé d'intégrer des dessins dans ce recueil de poésie. Et donc je l'ai fait avec bonheur. Et c'est vrai qu'il s'intégrait bien aussi au texte, au poème. Il faisait un bel écho aux écrits. Et donc tout dernièrement, donc, j'ai fait un autre dessin pour la pochette de mon nouvel album Stur en Avel, le gouvernail du vent. Mais parallèlement à ça, je continue aussi à dessiner, pas simplement pour faire des albums, ni pour illustrer pas simplement pour illustrer des pochettes d'albums ou pour illustrer des livres, mais je dessine aussi sur assez grand format, tout seul chez moi. Voilà. Mais je montre très peu mes dessins pour l'instant. Plus tard, peut-être j'en ferai des expositions, je ne sais pas, mais pour l'instant, je les montre très peu. Ça reste toujours encore mon jardin secret. Donc pour l'album 1000 Hand, donc sur la pochette, on peut voir un de mes dessins. Et donc c'était une idée qui m'avait été suggérée par Nicolas Rouvière, justement, qui est propriétaire de ce studio. Et donc je me suis dit, pourquoi pas. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas pousser le bouchon un peu plus loin. Et donc j'ai eu l'idée de faire un clip. Mais on ne voit pas dessiner le dessin de la pochette, c'est un autre dessin, un petit peu dans le même registre, au stylo à billes toujours, puisque c'est vraiment la technique que j'utilise toujours en fait, en noir et blanc, comme le Gwenadu, et comme le chant a cappella aussi, parce que le chant a cappella finalement on est dans la voix et le silence, le noir, le blanc. Et c'est vrai, c'est une technique que j'aime beaucoup, parce qu'elle est pratique, elle est immédiate. Et donc là, on me voit, c'est vrai, dans ce clip-là, on me voit réaliser un dessin de A à Z sur un des chants que j'ai co-composé dont j'ai écrit les paroles et co-composé la musique avec Yann Tiersen, et qui s'appelle Vaant, mon chemin. Quand je fais un disque, j'ai deux fichiers dans mon ordinateur. J'ai un fichier avec les paroles et un fichier avec les mélodies. Comme je compose beaucoup en 8 pieds, autant dans l'écrit que dans les mélodies, donc quand je fais un disque, d'abord j'ouvre mon fichier de texte, je choisis quelques chants que je trouve intéressants,
qui a une thématique plus ou moins commune. Et ensuite, j'ouvre mon fichier mélodie et, voilà, et je pose les mélodies. Elles se posent naturellement sur les... Après de les avoir choisies, elles se posent naturellement sur les textes. Et donc, j'enregistre ensuite ces textes et mélodies ensemble en studio, a cappella. Donc là, c'est vrai que visiblement, d'après ce qu'on m'a dit, je suis assez original, puisque habituellement, c'est l'inverse. Habituellement, on pose le chant sur une trame instrumentale musicale déjà établie. Donc moi, je procède à l'inverse. Moi, je chante a cappella en studio. Ensuite, je tisse un habit sur ce corps qu'est le chant. Et là, c'est tout à l'instinct. C'est vraiment... Voilà, les instruments me viennent... moi, je ne sais pas écrire la musique, je ne sais pas la lire non plus. Donc, la musique, pour moi, est vraiment quelque chose d'inné. Je l'ai dans mon ADN, de naturel, d'instinctif, comme pour les anciens d'ailleurs, hein, les anciens dans la musique traditionnelle de Bretagne. Donc, et ensuite, donc je pose, et puis un instrument en amène un autre, et en amène encore un autre. Et au fur et à mesure, comme ça, je tisse un habit sonore, un habit instrumental ou musical autour de mon chant. Et c'est vrai que de ce fait aussi, je ne perds jamais le fil, parce que quand je enregistre a cappella, c'est vrai, pour moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait d'enregistrer a cappella, parce que c'est ma formation, c'est comme ça que j'ai commencé tout d'abord. Et comme ça, je ne m'égare pas, quoi. Je ne suis pas influencé par une harmonie, par le style d'un musicien ou par la couleur d'un instrument. Là, je suis seul avec le silence, et là, je suis vraiment dans l'essence même de chant, dans l'essence même de mon émotion, dans la nature même du chant. Et au fur et à mesure qu'on pose les instruments dessus, voilà, quand je sens qu'on est en train de perdre un petit peu le fil du chant, ben, j'enlève ou je remplace. Voilà. Mais c'est très instinctif en fait. Et je travaille aussi avec un noyau de musiciens qui a bien compris aussi ma démarche. Certains d'entre eux, il y en a certains d'entre eux, je travaille avec eux depuis au moins une bonne quinzaine d'années. Donc ils ont bien compris qu'ils étaient là au service du chant. Voilà. Que l'instrument n'est pas là pour vampiriser le chant, mais au contraire pour le sublimer. Voilà, autant dans l'harmonie que dans la rythmique. Et donc ça c'est très important, parce que du coup, il y a des automatismes qui se font dans les propositions qui me sont faites. Très souvent, d'emblée, elles sont souvent très bonnes, quoi. C'est très rare que je dise, ben non, ça colle pas. Donc voilà, ça c'est l'importance aussi de travailler à long terme avec des gens qu'on connaît bien. Ouais. Et bien sûr, il y a des passages instrumentaux aussi où je laisse à un certain moment aussi les instruments s'exprimer pour que le chant revienne mieux, revienne davantage, et que ça a un sens aussi par rapport à l'histoire. À un moment, il y a un break, puis à un moment, le chant reprend. Voilà. Mais ma grande difficulté, malgré tout, notamment quand il s'agit des guers, parce que les guers que je compose, et les guers, comme le veut ce style de chant, font parfois aisément jusqu'à 80 couplets. Alors ça peut paraître un peu étonnant pour les gens qui ne connaissent pas ce style-là, mais c'est tout à fait normal dans cette forme de chant. Donc la grande difficulté au départ pour moi, c'est sur une guers qui fait 80 couplets, en sélectionner 8 ou 10, parce que bien sûr, je ne peux pas les mettre tous dans un album, autrement il me faudrait 3 ou 4 rondelles. Donc c'est sur cette masse de couplets, c'est en sélectionner 8, 10, grand maximum 12, pour qui garde une cohérence, chaque couplet a une histoire, il y a une histoire dans cet extrait là de Guers. Et ensuite donc pour que les gens puissent ensuite voir le contexte duquel a été extrait ces paroles là, je mets les paroles, le texte dans son intégralité dans le livret d'album. Voilà. Mais très souvent, c'est vrai, comme je le disais, sur 80 ou 100 couplets, je n'en chante que 8 ou 10. Et ça, c'est ma première difficulté. Il y a des guers, et certaines guers que j'aime bien, mais que je ne peux pas choisir, que je ne peux pas sélectionner pour faire un album, parce que je ne réussis pas à trouver ce passage qui suffirait à lui-même pour être enregistré, quoi, sur le disque, quoi.
Et déjà, même 8, 12 couplets, déjà, quand j'arrive là, déjà, ça fait des découvertes de 7 minutes. Alors, on peut imaginer si elle faisait... Puis ensuite, c'est vrai que sur 80 couplets, il faut avoir de l'argument. Il faudrait avoir de l'argument au niveau instrumental, au niveau musical, pour tenir le public en haleine jusqu'au bout. Parce que bon, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent plus cette langue, donc n'ont plus accès au texte en fait. Donc ils écoutent les guers très souvent, mais ils écoutent surtout la vibration du chant avec les instruments, plus qu'ils ne comprennent aussi le texte, malheureusement. Mais à l'époque où on comprenait le texte, bien sûr, 80 couplets, ben c'était bien sûr comme une histoire qu'on raconte, donc ça ne faisait pas peur aux gens. Donc les gens étaient tenus en haleine jusqu'à la fin. Alors, très souvent, c'est vrai que ce sont des musiciens que j'entends, notamment, par exemple, pour le premier titre de mon dernier album, Enavel Alben, dès que je l'ai, dans le vent contraire, dès que je l'ai enregistré, paroles et musique, j'ai tout de suite entendu un bagat. Ça, c'était clair, pour moi, il y avait un bagat sur cet air-là, et c'est vrai que quand on a posé un bagat, c'était évident. Sur le deuxième thème, ça m'a paru aussi comme une évidence qu'il y a un bandoneon. Et il se trouve qu'ici, c'est vrai, au studio Le Chausson, dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de passages, beaucoup de musiciens qui viennent. On en a croisé d'ailleurs tout à l'heure, qui avait une session juste avant nous. Et donc, très souvent, ces tuilages, c'est un peu comme le Kanadiskan, hein, ces tuilages, très souvent sont aussi des moments où on arrive un petit peu avant l'heure, donc il y a un musicien qu'on ne connaît pas, qui est en train de faire une prise. Tiens, je dis, ce serait peut-être intéressant de l'inviter sur mon prochain album. Alors, l'idée germe, etc. Et lorsque j'ai un album à faire, ben, je me souviens parfois de tel ou tel musicien que j'ai rencontré ici au studio. Et voilà, donc ça peut se faire comme ça aussi. Voilà. Mais très souvent, c'est vrai que j'entends naturellement les instruments et les musiciens qui seront sur mon album. Et en plus, j'ai la chance ici d'être dans le Trégor où il y a un vivier de musiciens, vraiment. Il y a notamment Jean-Charles Guichin, qui n'habite pas très loin de chez moi. Il y a James Digger, donc, qui est un beatmaker qui habite à 3 km de chez moi. Il y a Jonathan Dour, donc, qui notamment a fait toutes les parties violon de mon dernier album, violon, violoncelle et cello, donc qui habite lui à 4 km aussi. Il y a Maël Vallée aussi, qui joue du canon turc et de la harpe, qui habitait il y a encore quelque temps à 2,5 km de chez moi. Donc on a une sorte... Il y a Renaud Lebars qui habite Trégastel aussi, donc c'est tout à côté. Fred Guichin aussi, qui est à une vingtaine de minutes d'ici. Donc ça, c'est aussi une base solide, très souvent, quand on a envie de faire déjà une base solide pour orchestrale déjà pour un titre. Et après, on rajoute parfois d'autres instruments pour colorer un petit peu plus, comme ça a été le cas sur mon dernier album avec Yun Khan, notamment, qui est un trompettiste extraordinaire, ou bien Jean-Baptiste Henry, notamment au bandoneon aussi, que j'ai découvert ici dans le studio. Ouais. Je pense que le monde est une prairie avec 1000 espèces de fleurs différentes, chacune avec sa forme, avec sa couleur, avec son parfum. Et la Bretagne est une de ces fleurs, avec sa langue, sa culture, sa musique, ses danses. Et jusqu'à un moment donné, on a voulu faire de cette grande prairie, où certains, enfin une élite pensante, entre guillemets, en tout cas piquée au formol de son idéologie, a voulu faire de cette grande prairie un grand champ de blé transgénique où tous les épis sont bien calibrés et bien rangés. Et les gens, quelque part, ont laissé faire. Et je crois qu'après cette crise du Covid, je crois que les gens ont pris conscience qu'il ne fallait plus laisser les rênes à ce genre de personnes qui veulent nous uniformiser, rendre ce monde uniforme, alors que ce monde, le maître mot du monde, en fait, ou de l'univers, c'est le mot différence. Nous sommes tous différents. Voilà. Déjà dans notre ADN, d'un point de vue physique, nous sommes différents.
et d'un point de vue culturel aussi. Et donc les gens, je pense que suite à cette crise sanitaire, je pense ils ont envie de, voilà, ils ont envie de quelque chose qu'ils connaissent, quelque chose qui est plus proche d'eux. Voilà, ils n'ont plus envie voilà, ils ont envie de. C'est vrai que ça participe aussi du phénomène voilà, du bio, du commerce de proximité, etc. Voilà, acheter voilà, des choses à côté de chez soi et aussi apprendre ou parler la langue d'où on est. Voilà, tout ça, ça va de pair. Voilà. C'est pas cette sorte d'idéologie où voilà, on fait une sorte de planète où il n'y aurait qu'une seule langue, une seule façon de parler, une seule façon de danser, une seule façon d'habiter, où tous les gens habiteraient voilà, dans les mêmes maisons, meublées de la même façon. Non, je crois c'est vrai que le Covid, au moins, je pense, aura permis aux gens de prendre conscience que nous sommes tous différents et autant comme je le disais, physiquement, mais aussi culturellement. Voilà. Et que notre langue, la langue du pays où on est né, est importante parce qu'elle véhicule une vision du monde différente aussi. Et chaque vision du monde, et chaque langue véhicule une vision du monde. Voilà, et perdre une langue qui disparaît, c'est une vision du monde qui part avec elle. Et c'est un peu comme une espèce animale qui disparaît à tout jamais. Et elle ne revient plus. Et donc, c'est vrai, une langue qui disparaît, c'est le monde qui rétrécit. C'est le monde qui rétrécit. C'est ce grand champ de maïs ou de blé transgénique dont je parlais qui grandit jusqu'à couvrir la planète. Et c'est vrai que vivre dans un monde comme ça, c'est pas beau, c'est pas très intéressant. Voilà, et les gens, je pense, le comprennent de plus en plus aujourd'hui. Pour ça, il y a un regain d'intérêt. C'est vrai, de plus en plus des gens ont ce désir d'apprendre cette langue de leurs ancêtres, qu'est le breton. Et aussi d'aller vers, voilà, d'acheter des produits issus de l'agriculture biologique, voilà, le plus près possible. Pas des choses qui viennent des antipodes, qui ont fait 1500 km pour venir jusqu'ici. Mais non, des choses que j'achète sur le marché du coin et qui sont bien meilleures, notamment pour leur santé, bien plus beaux déjà à voir, bien meilleurs au goût aussi. Donc on revient. C'est vrai je pense qu'on était allé dans un. J'espère que ça va pas continuer après la crise sanitaire, mais je pense qu'on était allé vers une impasse en fait. C'est une impasse. Croire que sur Terre tout le monde doit parler la même langue, doit s'habiller de la même façon, doit vivre de la même façon, doit avoir les mêmes façons de vivre, les mêmes façons d'être. Je pense que c'est un leurre en fait. Comme je le disais, c'est une impasse. Tout le long de mon parcours musical, depuis bientôt 30 ans, plus de 30 ans, j'ai composé beaucoup de guers notamment, parce que c'est vraiment le style de chant qui m'intéresse. Et j'en ai composé 140 en fait. Et j'ai toujours eu envie de les rassembler dans un livre. Et c'est un travail que je remettais toujours au lendemain, parce que j'avais des concerts, j'enregistrais des disques, voilà. Donc je pouvais pas me plonger dans la relecture de toutes ces guers et dans leur traduction aussi, parce que je voulais les traduire. Et donc quand est arrivé le premier confinement, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment, les concerts, tout s'arrête, la machine s'arrête. Le moment est venu pour moi de faire ce travail. Et donc je l'ai bien avancé. Je suis arrivé à la 122e guers, relue, traduite. Donc il m'en reste une vingtaine à faire. Donc grâce quelque part au confinement successif, j'ai pu enfin presque finir ce travail. Et donc mon projet aujourd'hui, enfin un de mes grands projets en tout cas, ce serait d'ici pas 1 an mais 2 ans, de tenir ce livre dans mes mains. Voilà, de voir ce projet réalisé, un travail de plus de, comme je le disais, de plus de 30 années de composition, de guers et principalement. Ouais.